Du coup, bonjour. Je suis content de stream ce soir. Bienvenue sur ma chaîne si vous découvrez. Et puis, si vous êtes des habitués. Ah oui, mince, alors attendez, juste un problème. Ah voilà, je vais mettre celle-là comme ça, ce sera mieux. Du coup, où j'en étais ce soir, on parle des médias et des classes populaires, le lien un peu entre les deux. Du coup, là, comme vous voyez, j'organise ça en trois parties. Excusez-moi. Donc, on organise ça en trois parties. D'abord, l'idée, c'est de voir un petit peu la représentation quantitative des classes populaires dans les médias. À quelle fréquence ils ont accès à la parole médiatique en tant qu'acteurs, mais aussi en tant que sujet, que ce soit dans des émissions, que ce soit dans des débats, etc. etc. Puis ensuite, on va parler un peu de la façon dont ils sont vus, dont ils sont décrits, enfin dont les classes populaires sont décrites. Et puis enfin, on va voir comment ça se passe quand on a l'occasion d'être sur un plateau, d'intervenir dans un média, etc. Quand on vient des classes populaires, quels sont les freins à l'expression, quelles sont les difficultés, etc. etc. Un petit peu ça l'idée. Et bonsoir Bobonan, bienvenue sur le stream. Donc voilà un petit peu le thème du soir. Juste avant de me lancer, en gros, les sources un peu sur lesquelles je me suis appuyé. Beaucoup d'articles du site Acrimed. Donc Acrimed, c'est le diminutif de Action Critique Média, j'en parle souvent sur ce stream, qui est une association à la base. Donc je vous mets le lien dans le chat tout de suite du site internet. Voilà, acrimed.org. Et franchement, c'est un super site justement de critiques sur la façon de travailler des médias, etc. Et tout est en accès libre, tout est gratuit. Même si évidemment pour les soutenir vous pouvez faire un don, mais en tout cas voilà, il y a plein de choses gratuites. Donc j'ai lu pas mal d'articles, c'est un peu un condensé de tout ça, plus de quelques livres dont je vais parfois lire certains extraits, plus aussi des réflexions personnelles, etc. Un petit peu, voilà, en gros un peu sur quoi je vais bosser principalement. Du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je regarde juste un truc. Ok. Du coup, pour commencer, comme je disais, moi, ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était de voir. Moi, j'avais la sensation que factuellement, enfin, que en gros, j'avais l'impression que les catégories professionnelles supérieures étaient surreprésentées dans les médias. Mais bon, c'était une sensation, c'était pas une certitude. Du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu des articles qui relataient ça en termes de faits. Et notamment, j'ai trouvé un bon article du Monde diplomatique que je vous mets tout de suite aussi dans le chat pour ceux qui voudraient le lire en entier. Moi, je vais juste en prendre un petit bout, ce qui m'intéresse. Voilà. Du coup, c'est un article qui parle de la radio France Inter. C'est marrant parce qu'en plus, France Inter, qui est une radio du service public d'une part, et en plus souvent présentée comme étant de gauche, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait justement une représentation peut-être pas importante, mais en tout cas pas négligeable des classes populaires. Et en fait, si, c'est le cas. Je vous lis le début de l'article tout de suite. Alors, une journée ordinaire sur les ondes de France Inter. Lundi 18 novembre 2019, le maire d'une grande ville est l'invité de 6h20. Un réalisateur s'exprime à 7h50. Intervieweurs vedettes de la matinale, la tranche horaire de 7h à 9h, Léa Salamé et Nicolas Demorand reçoivent une femme politique à 8h20. Se succéderont ce jour-là 2 historiens, un politologue, un chercheur, un président d'université, 3 médecins, un psychologue, 2 journalistes, 3 dirigeantes syndicales, 2 acteurs, un producteur de cinéma, un romancier et
une étudiante boursière. Alors qu'ils représentent à peine 1/5 de la population active, les cadres et professions intellectuelles supérieures monopolisent les micros de la radio publique. Salut Bric Bric Bric, et bah bienvenue, à la prochaine fois du coup. Pour continuer l'article. Ce même 18 novembre, les classes populaires au sens large, agriculteurs, employés et ouvriers, auxquels nous avons ajouté le temps de parole d'une infirmière, ainsi que les témoignages d'étudiants boursiers et de leurs parents, occupent, elles, 29 minutes de temps d'antenne entre 5h et 23h16, soit 2,6% de la grille de France Inter, composée de tranches d'information, de divertissement et de culture. Ceux que les sondeurs appellent péjorativement les CSP-, comme catégorie socio-professionnelle inférieure, constituent pourtant 47,9% de la population en âge de travailler. Donc dans cette catégorie, ils mettent les agriculteurs, c'est 1,5% de la population active, les ouvriers, c'est environ 20%, et les employés, c'est environ 27% de la population active. Donc du coup, sur cet équivalent de quasiment 48% de la population, on a 2,6% de temps de présence à l'antenne. Un peu pour poser les bases, assez ouf quand même, je trouve, de sous-représentation médiatique. Alors, on nous dit, les journaux de la matinale ce jour-là ont tout de même accordé 3 minutes et 32 secondes aux gilets jaunes répartis sur 3 mini-sujets. Donc l'article date de 2019, donc c'était un peu une des actualités sociales de l'époque. L'indemnisation des agriculteurs victimes de l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen a tenu en haleine les auditeurs pendant 1 minute et 52 secondes. Ajouter un reportage de 7 minutes dans une autre émission sur l'opposition à un projet de contournement autoroutier de Strasbourg. Ces bribes de diversité sociale cachent mal l'épaisse forêt d'uniformité idéologique et culturelle qui recouvre France Inter. Du 18 au 24 novembre 2019, donc sur l'équivalent d'une semaine en gros, les studios de la chaîne ont accueilli 177 invités, tous issus de classes moyennes supérieures, culturellement et économiquement favorisés, à 2 petites exceptions près, à des heures de faible écoute. L'étudiante boursière et une chômeuse de longue durée ont apporté leur témoignage dans l'émission Le Nouveau Rendez-vous entre 22h et 23h. Ça, c'est un truc qui arrive régulièrement, que l'actualité sociale soit mise pas forcément toujours aux heures de grande écoute. C'est aussi des stratégies, par exemple... Ça me fait penser, c'est un autre sujet, mais ça me fait penser... Il y avait un article récemment qui était sorti sur CNews et sur le fait qu'ils avaient des problèmes avec le CSA parce que ils avaient trop d'invités de droite et d'extrême droite et pas assez de gens de gauche. Et donc du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient tourner en pleine nuit des émissions en boucle d'interviews d'une personnalité de gauche qui pouvait repasser 4 fois d'affilée. Mais entre 3h et 5h du matin, par exemple, ce genre de choses, quoi. Donc, ça, c'était pour les questions de répartition de la parole politique. Par contre, c'est vrai qu'il y a aucun... comment dire ? Il n'y a aucune obligation de la part du CSA de représentation sociale dans les médias, en gros. Il n'y a pas de quota à avoir, il n'y a pas de règlement à ce sujet-là. Ça, c'est quand même assez ouf. Depuis quelques années, je crois que c'est depuis 2014, il y a des règles qui ont été mises en place pour assurer des quotas en termes de présence homme-femme dans les médias. Même si après, il y a toujours la question de la répartition des rôles et que ça arrive encore souvent dans pas mal d'émissions que le rôle des femmes, ce soit plutôt le rôle de passe-plat, entre guillemets, et que les rôles centraux soient occupés par des hommes. Bon, en tous les cas, depuis quelques années, il y a déjà ça qui a été mis en place. Mais sur la condition des classes populaires, enfin sur la condition sociale, ou socio-professionnelle si vous préférez, il n'y a rien. Mais quand même, ils font des rapports. Le CSA fait des rapports. Et d'ailleurs, le dernier rapport annuel, donc ça c'était
Du coup, Acrimed qui disait ça. Et accablant, donc je lis. Les CSP+, sont surreprésentés dans tous les genres de programmes. Elles représentent jusqu'à 79% des personnes visibles dans les divertissements, 78% dans l'information et 73% dans les fictions. Donc plus de 70% dans tous les types de programmes. Et donc, parce que là, l'article du Diplo, ça concernait uniquement la radio France Inter, mais là, le CSA, c'est global sur que ce soit radio, télé, tout type de programme, enfin, tout type de chaîne, etc. et d'émissions. Ils nous disent, la proportion des cadres professions libérales et chefs d'entreprise à la télévision atteint 61% en 2019, alors que ce groupe ne représente que 10% de la société. Pour les ouvriers, on a 3% de présence à la télévision, alors qu'ils représentent 12% dans la population globale. Pas active, globale. Donc en gros, les CSP+, ils sont 15 fois plus présents que les ouvriers, alors qu'ils sont moins nombreux dans la population. Donc ça, c'est un peu pour poser des bases, on va dire, un petit peu quantitatives. Et qu'est-ce que ça pose comme problème ? Ça laisse supposer qu'il y a un certain nombre de thématiques sociales qui ne peuvent pas forcément être correctement traitées parce que les premiers concernés sont quasi systématiquement absents du débat. On peut avoir des interviewés qui peuvent être sincèrement intéressés, sensibles aux problématiques sociales, etc. Mais c'est quand même pas eux qui vivent directement les situations des concernés. Et donc ils font toujours office d'intermédiaires. Et donc ils peuvent aussi avoir des tendances à modérer, à polisser, à reformuler des discours ou des réalités qui vont être vécues par des classes populaires, où ils vont être amenés à parler au nom d'une entité sociale, alors que ils en font pas partie directement. Donc ça pose selon moi un premier problème, quoi. Et donc on peut se retrouver classiquement avec des plateaux télé qui vont être remplis de bourgeois pour parler de la pauvreté, etc. Des fins de mois difficiles, des conditions de travail, etc., etc. Donc ça pose une première question. Du coup, pour donner un petit peu des exemples concrets à ça, moi là je parlais justement des conditions de travail. J'ai cherché un petit peu des émissions concernant la question du travail. Et du coup là il y avait encore une fois un article d'Acrimed qui parlait d'une émission de France 2 qui s'appelait, je crois plus qu'elle existe aujourd'hui, ça date d'il y a quelques années, qui s'appelait L'Angle Éco, donc éco pour économique, animée par François Langlais. Donc François Langlais, c'est un économiste qui passe sur les plateaux télé depuis très longtemps, qui se présente comme un vulgarisateur, en gros. Et j'ai lu la présentation par la chaîne France 2 de l'émission. Et donc, pour citer, ils disent que le but de cette émission, c'est de faire de la pédagogie sans idéologie. Et c'est souvent Et salut Glupatate, bienvenue. C'est souvent l'angle que prend d'ailleurs François Langlais. Il se présente comme un économiste. Alors, Safran, tu dis économiste, journaliste économique, non. Je sais. C'est une bonne question. C'est vrai, je sais pas s'il a vraiment fait des études d'économie ou s'il est juste journaliste, je sais pas. En tous les cas, il est souvent présenté comme expert. Et en tant qu'expert, comme quelqu'un qui apporte une parole technique et neutre, mais pas un idéologue. Alors que justement, évidemment, il en fait de l'idéologie. Et justement, là, sur cette émission dont je parlais, la L'Angle Éco de France 2, du coup, j'ai pas retrouvé, malheureusement, j'aurais bien voulu vous montrer la séquence, mais je l'ai pas retrouvée. Par contre, j'ai retrouvé la retranscription écrite sur Acrimed, sur leur article. Donc, je vous le lis. Du coup, le nom de l'émission, le titre de l'émission concernée, c'était « La France travaille-t-elle assez ?» Donc déjà là on voit qu'il y a un effet de cadrage rien que dans le titre,
parce qu'on aurait très bien pu l'intituler La France travaille-t-elle trop, mais non, là déjà, le titre c'est La France travaille-t-elle assez. Donc avant même que l'émission commence, la question est déjà en train de cadrer les éventuelles réponses et sous-tend déjà quelque chose. Et donc cette émission, elle commence. Donc là, je cite l'article. Elle commence par une promenade dans les ateliers du constructeur aéronautique Safran. Musique haletante, ouvrier en fond de paysage, François Langlais débute sa bande-annonce. Je cite: Les jeunes qui sont derrière moi se souviendront de ce moment toute leur vie. Les voici partis pour une aventure de 40 ans au moins. Ils vont découvrir le monde du travail et ses surprises, bonnes ou mauvaises, ses rigidités et ses dangers. Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et souvent trop. Mais il y a aussi des chômeurs qui voudraient travailler et qui n'y parviennent pas. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce la faute aux 35 heures, au code du travail avec ses 3400 pages ? Est-ce la faute des patrons frileux ou des syndicats rigides ? Comment mettre fin au chômage ? Comment encourager les patrons à embaucher ? Nous irons poser ces questions à des grands témoins. Jean-Claude Mailly de Force ouvrière, Pierre Gattaz du MEDEF et Xavier Niel, le patron préféré des Français. Donc là déjà, juste sur ce passage-là, il y a plein de choses à dire, mais bon, je vais aller à l'essentiel parce que c'est pas le but de forcément tout reprendre là. On voit quand même que l'émission, elle est consacrée à la France qui travaille, et les interviews, ce qu'ils appellent les grands témoins, donc les gens qui vont participer avec la parole la plus active pendant l'émission, c'est donc le mec de Force ouvrière, donc le secrétaire général de Force ouvrière, donc qui est un syndicat. Donc là, ça va être lui, son rôle, ça va être de représenter la parole et les intérêts des travailleurs. Néanmoins, ça reste quand même le secrétaire général du syndicat, c'est pas n'importe quelle place. C'est pas quelqu'un qui travaille lui au quotidien, il fait que ça de sa vie. Et Force ouvrière, c'est pas non plus le syndicat le plus vénère qui soit. Et ensuite, donc, mais lui, c'est lui qui va représenter l'intérêt des travailleurs, en gros, et la parole des travailleurs. Et en face, on en a deux: Pierre Gattaz du MEDEF, donc le MEDEF c'est le syndicat des patrons en gros, et Xavier Niel, un milliardaire, donc le patron préféré des Français apparemment. Safran, tu nous dis: je concède que de tous les patrons que je connais, Niel est assurément mon préféré. Ouais, d'ailleurs Niel, qui vient là en ce début d'année 2021, je crois recevoir, si je dis pas de bêtises, la Légion d'honneur, alors même qu'il a été épinglé dans les derniers les Paradise Papers là, sur les paradis fiscaux, comme quoi il avait défiscalisé de l'argent en achetant un yacht je sais pas où, etc. Bref, donc voilà un petit peu le patron préféré des Français. Donc là on voit dès le début en quoi ça pose problème, ce que je disais, cette surreprésentation de la bourgeoisie. On vient pour parler du travail et de la situation des travailleurs et des travailleuses, et on a un chef de direction syndicale et deux patrons, enfin un patron et un représentant des patrons sur l'émission. Et donc je continue juste le bout d'article que j'avais gardé en plus. Dans cette émission, la parole des salariés fut d'ailleurs négligeable au regard de celle des grands témoins, au premier rang desquels figuraient des PDG, petits patrons et leurs représentants, et cantonnés à une fonction descriptive, illustrative pour ne pas dire folklorique. Alors qu'Olivier Dutreuil, petit agriculteur mais également chauffeur de bus, raconte pendant quelques secondes ne pas pouvoir vivre de son travail, la voix off de François Langlais embraye. Il y a pourtant parfois de bonnes nouvelles. Ce matin, Aubépine vient de mettre un veau au monde. Mais Olivier n'est pas d'un naturel romantique. Et là, il y a un autre journaliste qui demande: ça vous fait encore quelque chose quand un veau naît, Olivier ? Heureusement, le journaliste, lui, sait encore s'émerveiller. Donc là, bon, typiquement sur ce petit passage, on voit que la parole là de quelqu'un issu des classes populaires, elle va être découpée dans un petit morceau. Et en plus, donc il va pas pouvoir terminer son propos.
Et en plus, on va rajouter une voix off pour rajouter quelque chose d'un peu plus de légèreté, etc., etc., quoi. Salut Papy Flouz. Et pour pas justement mettre l'accent sur la condition sociale difficile que l'homme essaie de mettre en avant, quoi, là-dessus. Donc on voit comme ça le cadrage et la reformulation bourgeoise qui se passe à ce moment-là, quoi. Et du coup, je trouve que concernant ce phénomène de non-représentation des travailleurs et des travailleuses pauvres dans les médias, il y a un moment qui est particulièrement intéressant, là qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, c'est celui du Covid. Parce que, subitement, les journalistes se rendent compte de l'importance de ce qu'ils ont appelé les travailleurs de première ligne, donc les soignants, les gens de la grande distribution, les métiers du nettoyage, etc., etc., les livreurs, les livreuses, les éboueurs, etc. Et du coup, les journalistes, ils les ont souvent désignés comme ceux qui exercent des métiers fatalement invisibles. Vous savez, c'est ces métiers invisibles qu'on ne voit pas et pourtant si essentiels dans la société. Et en fait, c'est marrant parce que quand ils en parlent d'un point de vue presque surplombant. Alors que en fait c'est eux qui sont acteurs de cette invisibilisation de ces travailleurs-là et ces travailleuses-là. Et c'est le Covid et la réalité du Covid qui leur rappelle soudain leur dépendance à tout ce monde du travail qui existe et dont on parle si peu en temps normal, et là qui y déplorent soudainement. On a vu quand même des gens qui déploraient « Ah là là, quand même, on en parle si peu, etc. etc. » De la même manière que Macron dise qu'on les rémunère si mal mais ne fait rien pour augmenter le SMIC par exemple, ou ce genre de choses. Donc en fait il y a un peu les responsables de la situation qui en sont soudainement accablés, quoi, sans prendre en compte leur part de responsabilité. Mais donc du coup pendant cette période du Covid, il y a quand même un certain nombre de médias qui ont essayé de faire preuve de bonne volonté et de remédier à ce problème-là. Et il faut reconnaître que il y a quelques quelques rédactions, quelques émissions, etc., qui ont été bien foutues et qui ont mis en avant des conditions dont on ne parle pas souvent normalement. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on n'en parle pas beaucoup normalement. Il y a même un phénomène qui a été... Alors je vous mets l'article, je vous mets le lien de l'article parce que je vais pas vraiment le lire ou quoi. En fait c'est plus qu'un article, c'est même une émission entière d'arrêt sur image qui est consacrée à cette question. Qui est consacrée à la question du journalisme social. Parce que du coup, donc je vous ai mis le lien dans le chat là si ça vous intéresse. Parce que du coup, il y a les gros médias, ils ont une rubrique, vous savez, il y a différentes rubriques, etc. Et il y en a certains qui ont une rubrique sociale, avec des journalistes qui sont là pour bosser que de ça, qui ont des liens avec les syndicats, les patrons, les représentants des chambres de commerce, qui suivent les mouvements sociaux aussi, qui suivent plein de choses, quoi. Et donc en fait, de façon générale, il y a depuis quelques années une réduction des moyens accordés à ces services-là. Et il y a même dans l'agence France Presse, donc pour ceux qui ne connaisseraient pas l'agence France Presse, l'AFP, c'est un média indépendant qui est chargé de collecter, vérifier, diffuser des informations et qui est beaucoup réutilisé par plein d'autres rédactions qui relaient les informations de l'AFP. Et ben donc l'AFP, récemment, ils sont en train de faire une restructuration dans leur système de rédaction, et ils sont en train littéralement de couper, de faire disparaître en tant que tel la rubrique sociale, et en fait il y aura des bouts qui seront rattachés à la rubrique économique, d'autres à la rubrique etc., etc., mais il n'y a plus de rubrique sociale en tant que telle. Et donc ça montre bien depuis un moment quand même un mouvement médiatique qui est de réduire le temps accordé aux questions sociales. Mais bon, donc du coup, pour en revenir à la période du Covid, il y a quand même eu, comme je disais, une petite phase d'amélioration
où on a parlé à nouveau aussi de certains travails et de certaines conditions de travail dans des secteurs qu'on ne parle pas en temps normal. Mais même dans ces moments-là, en fait, ce qui est assez ouf, c'est que... attendez que je me retrouve dans mon truc, ouais voilà c'est ça. C'est que par exemple on a parlé typiquement de la santé, mais en fait dans la santé, même quand on en parle, qui est-ce qui est souvent invité sur les plateaux pour en parler? Eh ben ça va être des médecins, des chefs de service d'hôpitaux, etc. Alors que ceux qu'on... Et pour parler du quotidien des infirmiers, des infirmières et des aides-soignantes, etc., etc., on invite les médecins. Donc, même quand on parle d'une situation sociale difficile comme le travail à l'hôpital, on fait venir les représentants les plus bourgeois de ce cercle-là. C'est arrivé très souvent. Et même, alors, il y a un autre exemple qui est assez ouf. Attendez que je le retrouve, voilà c'est ça. Il y a eu un article d'Acrimed qui s'appelle Comment parler des invisibles en leur absence. Et ça c'est assez ouf. C'est encore, bon, c'est pas pour tacler spécialement France Inter, mais là c'est dans une émission qui vient de France Inter, où là le sujet de l'émission c'était consacré à l'invisibilisation des personnels d'entretien. Donc en gros... les femmes de ménage, en gros les femmes de ménage. Et sur cette émission-là, les invités c'était Pierre-Rosan Vallon et François Héran, deux professeurs au Collège de France, Philippe Joigny, un représentant patronal de la Fédération des entreprises de propreté, et Aurore Desjonquers, chargée d'études à la DARES, donc c'est-à-dire au ministère du Travail. Donc, on fait une émission consacrée à l'invisibilisation des personnels d'entretien et on n'en invite aucun ou aucune. Et la seule personne qui travaille directement dans ce secteur-là, c'est du coup ce Philippe Joigny, qui est un représentant patronal de la branche du secteur. Donc en gros, il y a personne qui est là pour relater son quotidien de travail. Alors évidemment, il y a les professeurs au Collège de France, là, c'est des chercheurs qui vont te relater, qui vont expliquer à travers différentes stats, différentes recherches, ce que ça provoque, etc. Mais c'est quand même une parole qui va être... qui est pas directe en fait, qui est reformulée, qui est dépossédée, qui passe à travers un filtre. Et donc je trouve que c'est quand même un comble quand le sujet est consacré à l'invisibilisation de ces personnes-là. Et en plus de ça, on pourrait en plus citer que concrètement par exemple sur la question des personnels d'entretien, donc des femmes de ménage, il y a des enquêtes qui montrent que la majorité de ces personnes-là, c'est des femmes racisées. Et sur le plateau, il y a 4 blancs, dont 3 hommes. Donc, il y a vraiment un manque de représentation sur tous les plans, quoi. Et donc ça, pour rester sur la période du Covid. Donc, on a là à la fois ça, quand même, cette volonté d'essayer de faire des reportages ou des émissions sur les conditions de travail des classes populaires, mais on voit bien que il y a encore une fois un filtre bourgeois qui s'opère. Et à côté de ça, il y a vraiment un journalisme de classe qui va encore plus loin, parce qu'il y a une multiplication. Enfin, ça, peut-être que vous en avez vu si vous avez regardé un peu la télé de temps en temps. Il y a une multiplication des reportages pendant les périodes de Covid qui sont consacrés à ces jeunes cadres dynamiques qui sont partis télétravailler à l'autre bout du monde. Là, il y a toute une liste qui a été dressée encore par Acrimed de juste le nom des émissions. Je vous en lis quelques-unes. À Madère, la possibilité d'une île pour les télétravailleurs. Sur M le Mag. La Thaïlande, paradis tropical du travail à distance. Sur France 24. L'essor des digital nomads avec le Covid. Quand je cite, quand je fais une pause, je vais sur la plage. Sur Europe 1. On a encore les îles Caïmans proposent un télétravail de rêve, mais il faut gagner au moins 85 000 euros par an sur Le Progrès. Télétravailler au bout du monde, pourquoi pas vous, sur Les Échos.
Courchevel, Maurice, Labarbade, c'est Paradis qui tente d'attirer les télétravailleurs sur Madame Figaro. Vous êtes en télétravail et vous avez toujours rêvé de vivre sur une île paradisiaque? La Barbade a pensé à vous sur CNews. Pratique, quelques conseils pour travailler depuis un paradis sur Terre. Courrier international. Sur la plage abandonnée, coquillage et télétravail sur l'Express. Donc voilà, ça c'est une petite liste des reportages qui ont dépeint un quotidien de travail qui est pourtant celui d'une minorité de personnes, alors même que pendant le Covid, il y a plein de gens dont les conditions de travail se sont complexifiées, voire même certains qui ont perdu leur job ou qui ont vu leurs revenus baisser parce qu'ils étaient en chômage partiel et donc du coup qui passent à seulement 80, je crois que c'est 84 ou 86% de leur salaire, bref je sais pas. Et à côté de ça, vous avez du coup cette liste de reportages qui sur un quotidien hyper déconnecté du reste de la société en fait quoi. Donc voilà un petit peu. Là c'était un petit focus sur la période du Covid et du travail. Mais en fait, par exemple, la situation, entre guillemets, la déconnexion entre la réalité des classes populaires et le traitement médiatique, il dépasse la question du travail. Par exemple. Y a dans les médias une surreprésentation des sujets d'intérêt de la bourgeoisie. Par exemple, typiquement, voilà, dans les JT, chaque hiver, il y a un nombre assez important de sujets qui va être consacré au sport d'hiver, aux vacances à la montagne, etc. Ça occupe une place assez considérable. Là, il y avait Acrimed, il donnait des chiffres. Sur TF1 en février, la cadence est d'un sujet par JT. Donc on en parle une fois par journal télé du ski, des raclettes dans des chalets. On a même la météo des neiges. Voilà, ce genre de choses. Pourtant, il y a 2/3 des Français qui ne partent jamais en vacances l'hiver. Pour prendre une catégorie populaire, il n'y a que 9% des ouvriers qui se rendent à la montagne au moins une fois tous les 2 ans, alors qu'il y a 40% des cadres et des professions intellectuelles supérieures qui, eux, s'y rendent. Donc du coup, là, même à travers des sujets, entre guillemets, un peu plus légers, un peu plus qui sont moins directement politiques, qui concernent on pourrait appeler le mode de vie, les loisirs, les hobbies, etc. Il y a quand même un prisme bourgeois qui prédomine et qui s'impose. Et en quoi ça pose problème ? Du coup, ça impose un modèle culturel dominant. Donc, comme je disais, en termes de mode de vie, en termes de mode d'expression aussi, de façon de choisir sa vie, etc. Pardon. Par exemple, ça se voit beaucoup à travers la question de la culture. En gros, la domination de la bourgeoisie, elle se légitime en partie sur la distinction culturelle qui existe entre les pratiques de la bourgeoisie et les autres classes sociales. Il y avait un autre stream que j'avais fait il y a quelques temps qui était sur la question du langage des dominants, et j'avais fait justement une de ces émissions sur les dominations économiques et comment c'était justifié, etc. Attendez, pardon, juste un tout petit problème de PC. Tac, voilà, hop, c'est bon. Donc voilà, j'avais fait une émission là-dessus, et dans cette émission, j'avais parlé justement du fait que il y avait notamment beaucoup d'inégalités économiques qui se justifiaient dans le discours public par le mythe de la méritocratie en gros.
Et en fait, en quoi l'école avait de l'importance là-dedans? Bah, ça avait de l'importance parce qu'il y avait un lien entre, en gros, les résultats scolaires et la réussite économique. Et donc, du coup, ça permettait aux bourgeois de dire, mais si je suis là où j'en suis, si je l'ai bien mérité, j'ai bien travaillé à l'école, et à l'opposé, du coup, le pauvre qui se dit, bah, en même temps, si je suis pauvre, c'est un peu de ma faute, j'avais qu'à mieux travailler ou être plus intelligent. Bon, et ben la question de la distinction culturelle, ça opère exactement le même rôle. Et salut Philatélie, bienvenue sur le stream. Donc ouais, pardon. La distinction culturelle, ça opère le même rôle. C'est-à-dire que, en gros, il y a beaucoup d'individus des classes populaires qui peuvent avoir la sensation, le sentiment de ne pas être assez cultivés. Euh, mais en fait, ils sont pas dépourvus de culture de façon générale. Évidemment ils ont des cultures. Mais en fait, quand on dit qu'on n'est pas cultivé, on parle de la culture légitime. Quand on parle de musique, on parle de la grande musique, des grands films, la grande littérature. Et en fait, qui détermine si une œuvre culturelle, elle est légitime ou non? Si une œuvre culturelle, si la maîtrise de certaines œuvres culturelles c'est une façon d'être bien perçu dans un environnement social. Et ben, c'est en bonne partie la bourgeoisie, et notamment grâce à sa surreprésentation dans les médias. Parce que dans les médias, on a des critiques à la télé, à la radio, etc., ou dans les journaux, on a des critiques ciné, on a des critiques musicales, des critiques de lecture, etc. Et même quand on parle ou quand on passe des œuvres populaires à la télé ou autre, on peut avoir des bourgeois qui donnent leur avis dessus. Et un avis qui est parfois surplombant, assez parfois méprisant. Et donc du coup, on a vraiment un classement entre des œuvres culturelles qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas. Et donc sont toujours mises en avant celles de la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie est omniprésente dans les médias. Et donc en fait c'est une façon d'imposer un modèle culturel qui est dominant. Et même dans parfois la façon de parler, elle va se poser comme une norme avec un registre de langage spécifique, avec un ton propre, avec un accent particulier, etc. etc., etc. Et du coup, pour illustrer ça, j'ai une vidéo que je trouvais assez cool, que je vais vous montrer. Hop, alors pourquoi j'ai de la pub de YouTube, je ne sais pas. Juste une seconde. En fait, je vous ai pris un tout petit bout de séquence, une toute petite séquence d'une conférence gesticulée de Anthony Pouliken, qui s'appelle Une autre histoire des classes sociales. Et je vous mets le lien de la conférence en entier dans le chat pour les personnes que ça intéresserait. Je la trouve vraiment excellente. En gros, pour résumer en 2 secondes, c'est quelqu'un qui parle justement d'écart entre les classes sociales et des relations qu'il y a entre les classes sociales, etc. Et notamment les alliances de classes qu'il peut y avoir entre certaines franges des classes sociales, etc. Et comment aussi se légitiment les dominations. Et donc du coup, lui fait toute une conférence sur le fait que bah justement, quand on vient des classes populaires et qu'on maîtrise pas les codes de la bourgeoisie, ça peut créer un certain nombre de handicaps. Et là, il donne un exemple précis. Donc lui, en fait, typiquement, c'est vraiment, lui, il a un parcours entre guillemets de transfuge de classe, quelqu'un qui vient d'une famille de prolos et qui accède à un statut un peu supérieur, notamment à travers la culture, etc. Et il raconte très bien ça. Et là, je vous passe justement un petit passage. J'espère que... Alors, je coupe juste la musique 2 secondes. Tac. Un petit passage où il explique bien ça. Du coup, pour épater... Alors là, ouais, juste avant, pour vous expliquer, juste avant, il explique que lui, quand il était enfant, il connaissait tous les vainqueurs du Tour de France, toutes les années, etc. Et que c'était un peu la fierté de sa famille par rapport à ça. Et donc on va voir pourquoi il parle de ça. la galerie, quand mes parents, ils accueillaient du monde à l'apéritif. Est-ce que vous entendez bien le son est bon?
pars du principe que oui. Si vous me dites non, je changerai. Moi, du haut de mes 8 ans, je me mettais debout sur la chaise et je récitais ma leçon. 1947, Jean Robic, 1948, Gino Bartali, 1949, Fausto Coppi, 1950, Ferdi Gubert, 1951, Hugo Coblet. Alors, Hugo Coblet, il était surnommé le pédaleur de charme. En fait, sitôt la ligne d'arrivée franchie, il sortait le peigne qu'il avait mis dans la poche de son maillot et il se recoiffait. Alors, j'ai revécu la même scène, enfin presque, 25 ans plus tard, lors du fameux apéritif chez Véro et François. Prof en collège, prof en... Au moment de l'apéritif, Anna... Donc là, l'apéritif, il se fait dans la petite bourgeoisie culturelle, donc chez des profs de collège. Donc des gens qui n'ont pas forcément un capital économique hyper élevé, mais un capital culturel, lui, par contre, qui l'est. Anatole, le petit dernier, du haut de ses 7 ans, il s'est mis debout sur la chaise, comme moi 25 ans plus tôt, et il a récité sa leçon. Mais lui, il n'a pas récité le nom des vainqueurs du Tour de France. Il a récité l'Albatros de Baudelaire. Et puis il a enchaîné, il a récité du Rimbaud, et puis du Jacques Prévert. Et puis il a fini par du Victor Hugo. Anatole, du haut de ses 7 ans, des poésies, il en connaissait des dizaines. Grâce à un rituel que ses parents avaient instauré. Chaque mois, ils installaient un nouveau poème dans les toilettes de la maison. Et là, il y avait une compétition qui n'emportait pas le nom, mais qui en était une, qui se mettait en place entre Anatole et ses 2 frères, Victor et Arthur, à qui le premier apprendrait le poème et serait capable de le réciter à table devant les parents ébahis et sous les applaudissements. En écoutant Anatole réciter ses poèmes, je me suis dit qu'on n'était pas égaux devant la culture. Et qu'il y avait vraiment 2 cultures. Il y avait la culture légitime, celle que certains parents étaient en mesure de transmettre à leurs enfants, et la culture illégitime, celle du Tour de France par exemple, celle que mes parents m'avaient transmise, et que toute la différence se faisait là. La culture légitime, elle porte bien son nom. C'est la culture qui légitime les inégalités, et puis même qui les renforce. La culture qui divise en quelque sorte. Et ça, moi, je l'ai vécu dans mon histoire d'amour. Parce que la différence de capital culturel au quotidien, ça peut être explosif dans un couple. Si vous voulez, lorsqu'au détour d'une discussion, Cécile me parle de Wajdi Mouawad ou de Courbet, Gustave le peintre, pas Julien, et que moi je lui réponds Laurent Fignon et Bernard Hinault, ça crée un léger décalage. Vous savez, c'est un peu comme dans La vie d'Adèle, le film de Keshish primé à Cannes. Lorsque Emma, elle parle à Adèle de Jean-Paul Sartre, et qu'Adèle lui répond Ah ben c'est comme Bob Marley. Ça crée un léger décalage. Donc voilà, j'arrête là. Bon, là, ce dont il parle, ça concerne pas directement les médias, mais en tout cas, je trouve que ça met bien en scène. Merde, pardon, je vous mets mes notes, c'est pas bon. Voilà, pardon, excusez-moi, j'étais perdu. Ça met bien en scène, comment dire, ce que c'est que la culture légitime et qu'est-ce que ça crée comme hiérarchie sociale entre les gens. Et donc, du coup, quand on est issu des classes populaires et qu'on a une culture propre aux classes populaires, une culture musicale, une culture ciné, etc., ça veut pas dire qu'on n'a pas de culture du tout, mais on possède peu d'éléments de la culture légitime, et donc quand on allume la radio, ou qu'on lit un journal, ou qu'on regarde une émission de télé, on va souvent se sentir con, parce qu'on va entendre des bourgeois qui vont mobiliser des noms de la culture bourgeoise et en parler comme si on était censé le savoir, en fait, comme si c'était évident. Typiquement les plateaux télé où les gens se renvoient des noms d'auteurs à la gueule, et le citent comme si en fait tout le monde l'avait lu, comme si tout le monde l'avait lu et que c'était évident et qu'on devait le savoir. Et ben du coup ça crée aussi cette légitimation des inégalités. Alors on me dit, qu'est-ce qui légitime selon toi une culture plutôt qu'une autre ?
Du coup, ce que je disais justement, c'est la présence des. Il y a plusieurs choses. Comme je disais dans un stream précédent, il y a l'école qui joue beaucoup là-dessus. Et les médias, ils sont pour beaucoup, notamment à travers, comme je disais, la surprésence des bourgeois dans les médias. Parce que du coup, c'est eux qui décrètent comment on parle, c'est eux qui décrètent ce qu'on doit lire, ce qu'il est bon d'écouter, etc., etc., ce qu'il est de bon goût de faire, en gros. Et en fait, on peut même élargir au champ du ciné, par exemple, où c'est la même chose. Alors là, j'ai plus les chiffres ici, mais j'avais lu un bouquin, non, un article sur même dans les œuvres de fiction, donc même dans les séries, dans les films, etc. Il y avait une surprésence de l'environnement bourgeois. C'est-à-dire que le fond est souvent bourgeois. Typiquement, moi, le dernier film que je suis allé voir, il y a une semaine, j'ai oublié le titre, ça va peut-être me revenir. En tout cas, c'est un film qui parle d'une femme qui mène une double vie avec une famille en France, une famille en Suisse, et qui arrive plus à gérer ça, etc. Bon, et ben, la trame du film, elle se joue sur sa relation. C'est sa double relation amoureuse et ses difficultés à se dépêtrer de tout ça, etc. C'est ça l'importance. Donc ça pourrait se passer dans n'importe quel milieu que ça marcherait. Ça pourrait très bien se passer dans les classes populaires, dans les classes moyennes, dans les classes supérieures, peu importe. Mais de fait, où est-ce que ça se passe? Ça se casse dans la haute bourgeoisie. Typiquement, son mari, c'est un des chefs d'orchestre les plus réputés de France. Typiquement. Et ben, en fait, le nombre de films de ciné où en fait le background social n'a pas d'intérêt, enfin n'a pas d'importance dans le scénario, et donc va être par logique forcément celui de la bourgeoisie, c'est-à-dire ce serait la norme en fait. Et quand on va avoir une histoire qui se passe dans la France rurale pauvre ou dans une banlieue populaire, c'est parce que l'histoire elle est centrée autour de cet endroit-là, que l'histoire ne pourrait pas s'écrire si elle ne s'y jouait pas à cet endroit-là. Et donc voilà, c'est une façon de normaliser le cadre de vie bourgeois qui passe très souvent en fait à travers plein d'outils comme ça. Donc voilà. Là je parlais de la question du modèle culturel dominant que ça posait à travers cette surreprésence bourgeoise, mais il y a aussi du coup un modèle idéologique qui est dominant dans la bourgeoisie. Alors, évidemment, il y a une certaine forme de pluralité d'opinion dans les médias, parce que même s'il y a un entre-soi assez important de la bourgeoisie, déjà il y a plusieurs types de bourgeoisie. Selon les métiers, il y a des cultures familiales différentes dans la bourgeoisie et donc des cultures intellectuelles différentes et des positionnements vis-à-vis des valeurs qui sont différentes, etc. Et que évidemment qu'il y a une pluralité d'opinions comme dans n'importe quelle classe sociale. Et donc du coup, elle va s'exercer sur plusieurs axes. Par exemple, vous allez voir une bourgeoisie libérale, pro-business, macroniste, que vous allez pouvoir qui va être vraiment des lignes éditoriales dominantes comme sur TF1, sur BFM, sur le journal, sur le magazine Challenge, sur le magazine L'Express, voilà par exemple. Et puis vous allez avoir aussi une bourgeoisie qui est plus réactionnaire, où ses thèmes majeurs, ça va être les questions d'identité, les questions d'immigration, etc. Avec un côté très conservateur. Donc ça, en plus, c'est vraiment un modèle médiatique qui est en train de monter en ce moment, notamment sous l'impulsion de Bolloré. Donc on peut parler de CNews, on peut parler de Sud Radio, on peut parler du journal Valeurs Actuelles, par exemple, etc. Et puis vous avez une bourgeoisie intellectuelle qui se veut progressiste et de gauche, que vous allez retrouver parfois à France Inter, à France Culture, dans Libération, par exemple, dans la presse écrite, etc. Voilà, il y a aussi ça qui existe. Et du coup, ils ont ces différents pans de pensée bourgeoise, ils ont des lignes éditoriales différentes sur tout un tas de sujets de société dans les médias, ça, il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais quand même, malgré les différences de point de vue qu'il peut y avoir, il y a quand même une certaine forme de, comment dire, une certaine forme de consensus sur le fait justement de défense de leurs privilèges et de leur position sociale, de la protection du capital, de la propriété, etc., du statu quo économique en gros. Bon, évidemment, moi je suis pas objectif, mais j'ai pas l'impression qu'il va exister de gros médias dominants avec une ligne éditoriale où il y aurait vraiment des positions de gauche radicale et d'anticapitalisme qui seraient assumées. Vous pouvez avoir par exemple évidemment des personnalités politiques ou des chercheurs ou des chercheuses ou des intellectuels de gauche radicale qui peuvent être invités dans toutes sortes de médias, mais il n'y aura pas de médias avec une ligne globalement dominante sur ces questions-là. Et puis quand ces gens-là sont invités, il y aura toujours face à eux, face à elles, des contradicteurs ou au moins une présentatrice, un présentateur plus modéré qui va polisser le discours, qui va un petit peu recadrer ça, etc. Tout ça. Et donc du coup, cette surprésence bourgeoise, elle amène quand même une sorte d'absence, une sorte d'impensée idéologique qui est la critique du patronat, la critique des inégalités sociales, de la mauvaise redistribution des richesses, etc., qui est assez faible en fait, globalement dans les médias. En gros, le discours dominant il reste ancré autour de la préservation des intérêts économiques de la bourgeoisie. Et ça, c'est ma lecture des faits. Hein. J'assume le fait que y a une part vraiment pas objective du tout là-dedans, mais je pense que écarter les classes populaires des médias, ça fait partie de ces stratégies-là. Alors, évidemment, il y a plein d'individus dans les classes populaires qui vont pas tenir un discours anticapitaliste. C'est comme toutes les classes sociales, elle est divisée. Elle est traversée par plein de contradictions. Il y a une partie des classes populaires qui accordent de l'importance, évidemment, enfin une partie même importante des classes populaires qui apportent de l'importance à la propriété, qui apportent de l'importance voilà, à des sujets comme ça. Et c'est pas parce qu'on va inviter un prolo à la télé qu'il va forcément tenir un discours hyper anticapitaliste. Mais au moins, l'intérêt de pouvoir inviter quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, il peut aussi amener une part de réel, c'est-à-dire qu'il peut être là aussi pour témoigner de ses conditions d'existence. Et à travers son discours, on peut accéder à des réalités sociales qui sont, on l'a vu précédemment là dans ce que j'ai dit précédemment, qui sont peu abordées par la bourgeoisie. Et en fait des vécus sociaux difficiles qui vont être quand même directement en lien avec un système économique qui est fondé sur des inégalités. Et donc à travers un discours, un témoignage de la vie de tous les jours d'un travailleur ou d'une travailleuse lambda entre guillemets, et ben on a aussi du réel qui rentre dans le discours, qui va être qui va faire un peu tâche avec un discours abstrait, technicien, qu'on peut entendre souvent dans les discours bourgeois, enfin dans les débats bourgeois. On va avoir par exemple pendant la période des Gilets jaunes, on a pu entendre le quotidien de galère de plein de gens, et en fait ça jurait vraiment avec une sorte d'autosatisfaction des macronistes et de leur soutien qui sont hyper nombreux dans les médias. Et du coup, en fait, quand ils viennent pour se vanter de leur bilan politique et comme quoi leur politique économique est bonne, ça passe plus quand, juste avant, on vient d'avoir un reportage sur quelqu'un qui raconte à quel point il a galéré à boucler sa fin de mois. Ça permet au moins de mettre en avant ça aussi. Alors je vois qu'il y a eu quelqu'un, donc Philatélie, t'as mis dans le chat. C'est aussi une façon de garder du pouvoir et de ne pas permettre aux classes populaires de se rassembler derrière des idées pour renverser la bourgeoisie. Oui, bah du coup, en fait, si tu n'invites pas les classes populaires, tu es sûr de ne pas avoir de discours qui va justement stigmatiser la bourgeoisie. Ça ne veut pas dire que nécessairement ils le feront, mais en tout cas, ça ouvre une possibilité. Et du coup, là, je voulais lire un petit extrait d'un livre que je lis en ce moment, qui est vraiment excellent et que je recommande vivement. C'est un livre de François Bégodeau qui s'appelle Notre Joie.
Et justement, là, bon, je parlais de la question des gilets jaunes. Et en fait, Bégodeau, il a beaucoup insisté sur l'importance que a eu ce mouvement dans justement le fait d'amener du réel à la télé, de ramener des discours d'une réalité sociale qu'on entend peu. Et là, je vous lis juste un petit passage qui met ça en avant. Donc là, je cite. Au micro qui leur en laissait le temps, ils racontèrent les 10 heures de route sans pause pour tenir les délais s'ils étaient routiers. Ils racontèrent les vieux empesés par les sédatifs à porter à la douche s'ils travaillaient en EHPAD. Le chantage des gros donneurs d'ordre s'ils dirigeaient une micro-entreprise sous-traitante. L'odeur de détergent ineffaçable s'ils étaient agents de propreté dans un aéroport. L'odeur de friture des cheveux si elles servaient dans une cantine. L'écho nocturne de la sonnerie qui dans l'usine Peugeot rappelle à la chaîne après la pause. La fiancée est partie parce qu'il s'est remis à boire pour supporter ses 3 semaines d'intérim dans une morgue. L'achat à crédit d'un ordinateur pour chercher du boulot. L'achat à crédit d'une voiture pour aller au boulot. L'achat à crédit d'un vélo pour être livreur à vélo. C'est par ces milliers de petits cailloux de réalité qu'on traça un chemin pour sortir de la boucle des discours. Donc voilà un petit extrait qui, je trouve, souligne ce que je disais juste avant. Parce qu'en fait, quand on entend des classes populaires, on s'aperçoit souvent que leurs sujets de préoccupation, c'est pas les mêmes que ceux qui occupent l'actualité politico-médiatique et qu'ils dénotent avec justement les sujets d'intérêt et de préoccupation de la bourgeoisie. Safran, tu dis, ça me fait penser aussi sur les sorties littéraires, le Friot-Lordon qui est assez puissant. Oui, bah je l'ai pas lu encore, je peux pas te dire. Alors par contre, j'ai vu qu'ils ont fait beaucoup d'interviews, là, enfin de débats tous les deux. J'en ai regardé un ou deux, effectivement, c'est hyper intéressant. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai pas encore lu le livre, donc je peux pas donner mon avis dessus et vous le recommander, même si je pense que c'est chouette. En tout cas, concernant Notre Joie, vraiment, je le recommande, je le trouve vraiment très intéressant. Mais je pense que j'en reparlerai dans d'autres streams de toute façon. Ah oui, voilà, ça je voulais vous montrer un petit truc de rien du tout, mais c'est quand même un exemple. Alors je suis tombé sur, peut-être vous connaissez, sur Facebook et Twitter, il y a des pages qui s'appellent les répliques et qui mettent en gros mettent en avant des échanges de tweets un peu piquants des fois. Et justement sur le fait que parfois on voit bien à quel point on peut avoir une bourgeoisie déconnectée des enjeux des gens normaux entre guillemets. Il y a ce petit tweet que j'ai trouvé sympa, alors qui parle pas directement des médias, qui parle de la classe politique, mais ça revient un peu à la même chose parce que les médias et la classe politique sont souvent sur les mêmes enjeux, parlent des mêmes sujets, etc. Je vous mets juste la photo. Là, on voit du coup un tweet de Public Sénat, donc ça date d'avril 2021, qui dit nous devons refuser la pratique des prières dans les couloirs des universités, appelle le rapporteur LR Stéphane Piednoir. Et là il y a un mec qui tweet en dessous, les facs sont fermées, les étudiants et les étudiantes font la queue pour manger, le décrochage scolaire est en hausse, la dépression et les suicides augmentent, mais bordel, le Sénat te parle d'un truc que personne n'a jamais vu. Voilà, et donc du coup, alors ça c'est pour le coup ça parle d'une petite obsession identitaire qu'a une partie de la droite politique, mais mine de rien cette droite politique là a aussi beaucoup de relais dans les médias, donc on a l'occasion d'en entendre souvent parler de ce genre de choses là, et on voit bien à quel point c'est à côté des enjeux qui comptent vraiment quoi. Et donc voilà, donc pourquoi ça c'était un peu pour conclure sur pourquoi ça me semble important de voir plus de personnes issues des classes populaires dans les médias, parce qu'au moins ça pourra éviter un petit peu tout ça. Et en plus du coup, comme on a peu de gens dans les médias pour raconter leur vécu, leurs problèmes, les dominations, les injustices qu'ils subissent, leur mode de vie, leurs aspirations, etc. Et bah du coup, quand on en parle des classes populaires, c'est les bourgeois qui le font à leur place. Ils le font quand ils décident, ils le font sur les points qui les intéressent et à travers le filtre de leurs projections, de leurs fantasmes, de leurs peurs, de leurs stéréotypes, etc.
Du coup, ça amène à la deuxième partie de l'émission, du coup, où justement on va parler un petit peu de ça. On va parler du fait que la bourgeoisie, elle, comme les classes populaires n'ont pas beaucoup d'espace pour parler, c'est les bourgeois qui racontent les classes populaires, qui les racontent en rajoutant, bah voilà, souvent à travers des clichés, ou alors en leur faisant dire ce qui les intéresse de dire pour aller dans leur sens, ou en les jugeant moralement, en leur disant ce qui est bien et ce qui est mal dans leur façon de faire et comment ils devraient faire, etc. etc. Bon, évidemment, il y a plusieurs franges des classes populaires et elles sont pas toutes traitées tout à fait de la même façon. Du coup, moi, je voulais commencer par parler du coup des banlieues. Donc les grands ensembles urbains autour des villes, avec les cités, avec des immenses tours HLM, etc. Voilà, ces banlieues-là. Ces banlieues-là, dans quand même, je pense, une majorité de médias, elles sont dépeintes comme un lieu qui est dangereux. On a des reportages qui vont être sensationnalistes, type enquête exclusive, zone interdite. On va avoir des plateaux talk show avec style l'heure des pros de Pascal Pro, où on a que des vieux réacs qui n'ont jamais vécu en banlieue, qui n'y foutent jamais les pieds, et qui racontent leurs propres fantasmes sur ce que c'est que la banlieue et comment ça s'y passe, etc. C'est aussi vachement alimenté, je parlais tout à l'heure des œuvres de fiction, mais par l'industrie du cinéma, avec des films un peu blockbuster. Là récemment, il y en a un qui est sorti, c'est Bac Nord, où on va montrer du coup les banlieues comme des zones de non-droit qui vont être contrôlées par les trafiquants de drogue et d'armes. Évidemment, les banlieues, vous savez, il y a toujours le séparatisme religieux, parce que du coup, ces habitants qui sont majoritairement des immigrés, ils font vivre les lois de l'islam avant les lois de la France et de la République, etc. Et que c'est des gens qui détestent la France, etc., etc. Ça, c'est quand même un discours qui revient beaucoup, qui est très présent. C'est pas alors, je vais y revenir après, mais c'est pas le seul discours qu'on trouve dans les médias, mais c'est un discours qui est quand même puissant, et je pense notamment avec justement la politique menée par Bolloré de prendre de la place de l'influence dans les médias, c'est quelque chose qui est en train de monter, cette tendance-là quand même. Tu nous dis, Philatélie, ça c'est quand même fou, c'est jamais les minorités concernées qui parlent de ce qui leur arrive. Ça marche pour les pauvres, les migrants, les femmes, les personnes à pathopsychiques, etc. Oui, c'est vrai. Bah, typiquement, on peut aussi parler par exemple des femmes voilées. Vous avez des débats sur la question du voile. Vous allez avoir un plateau avec 5-6 intervenants. Il n'y aura aucune femme voilée pour raconter son vécu, son expérience personnelle, etc. Il n'y aura que des gens qui ne sont pas concernés pour en parler. Alors je dis pas forcément que les gens qui sont concernés détiennent nécessairement la vérité, parce qu'on se trompe souvent sur notre propre cas, mais quand même avoir au moins leur point de vue, leur témoignage, ça aurait du sens, quoi. Et pour revenir à la question des banlieues, du coup, c'est des quartiers qui sont souvent présentés comme toujours au bord de l'explosion, incontrôlables, dangereux. On va souvent parler avant tout des tensions entre les jeunes et les policiers. Et quand on en parle, c'est très souvent à charge contre les jeunes de banlieue. On va souvent relayer d'abord les sources policières qui vont être considérées comme neutres et objectives par la presse, alors qu'on se rend compte que souvent c'est pas forcément le cas. On va avoir les communiqués des syndicats de police qui vont être relayés tels quels, sans faire des vérifications des faits, sans faire un travail de prise de recul, etc. Ça, c'est encore une fois, enfin, je fais que le citer ce soir, mais le site Acrimed qui a fait un article là-dessus qui est super, qui s'appelle Médias et violences policières aux sources du journalisme de préfecture. Donc je vous le mets dans le chat, qui est un très bon article aussi. Et donc, il y a un double truc, parce que dans ces cas-là, quand il y a des altercations entre jeunes et policiers, les violences policières, elles sont souvent invisibilisées, ou elles sont minorées, ou elles sont excusées,
ou légitimés. Chaque année, il y a quand même plusieurs cas de jeunes de banlieue qui sont tués, ou en tout cas qui sont morts dans des circonstances d'interpellation qui sont floues, ou des jeunes qui sont blessés par la police, etc. Donc, soit on n'en parle pas, soit on en parle en rappelant d'abord le passif du jeune. Vous savez, on va le présenter comme un jeune connu des services de police. Ce qui veut rien dire, hein, parce qu'en fait, tu peux te faire interpeller plein de fois sans jamais avoir été condamné, mais du coup, t'es connu des services de police. Mais donc, du coup, c'est pour rappeler le fait que, quand même, ce jeune-là, c'était quelqu'un de pas trop de confiance, donc peut-être qu'il faut quand même croire les policiers et que s'ils l'ont tapé, il y a une bonne raison. Et donc voilà, et donc de ce côté-là, il y a la violence policière qui est soit passée à la trappe, soit euphémisée, soit légitimée. Et de l'autre côté, la violence des jeunes de banlieue, elle est exacerbée. Il y a souvent un vocabulaire vraiment violent, guerrier pour en parler. Typiquement, ça arrive régulièrement que quand il y a des accrochages entre flics et jeunes de banlieue, on va avoir des jeunes qui tirent au feu d'artifice sur les flics. Et dans les médias, on parle de tir de mortier. Les mortiers, c'est quand même une arme de guerre à la base, hein. Mais les mecs tirent des feux d'artifice, mais en fait, dans la façon de l'écrire, c'est quelque chose de plus important, quoi. Et du coup, ouais, je trouve aussi que le cinéma, il a une grosse empreinte là-dessus. Il y a beaucoup de films de banlieue où, en fait, le prisme, c'est toujours le même. On va parler toujours de la criminalité, de la drogue, de la violence. Et c'est très souvent ça qui revient. Là, ouais, vraiment, je vous mets quand même je trouve la bande-annonce de Bac Nord, là, qui montre vraiment ça, qui est un film qui a eu une grosse audience en plus, un film qui a très bien marché au cinéma, qui est sorti il y a quelques mois, et donc en plus qui est pris, vraiment, les héros du film, c'est les flics, hein, vraiment, c'est eux à qui on accorde le plus d'importance, c'est les personnages centraux de l'histoire, etc. Je vous remets ça. Tu sais quoi, on sert à rien. On sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête-toi, discute! Individu en fuite! Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais quoi? Tu serais rien? Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Faut que tu me donnes une vraie info, là. 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info. C'est impossible. Cette cam est enregistrée. Fais comment, nous, là? Arrangez-vous, je sais pas, je veux pas savoir. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Tu veux devenir officier? Fais cette opération. Donc, bref, je vais pas tout mettre, mais là on voit là sur cette séquence que... Ah merde, je suis con, je vous ai pas mis l'écran, je suis désolé. En fait, je l'ai regardé sans vous le montrer, excusez-moi. Bon, je vous le mets une deuxième fois rapidos. Vraiment désolé pour ça. Tac, je pense qu'il y a un peu de délai en plus, vous avez pas pu me prévenir. On sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête-toi, discute! Individu en fuite! Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Ouais, je vais pas vous mettre le début parce que c'est pas intéressant, mais là, juste sur les quelques scènes d'action de la fin où on voit vraiment que les jeunes, ils sont présentés, enfin les jeunes de banlieue sont présentés vraiment comme des sauvages dangereux. Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du Là, journal. vous voyez, on les voit encapuchonnés, etc. Fais cette opération. Donc voilà, pour les scènes d'action comme ça. Et ça, c'est quand même un truc qui revient dans plein de films de banlieue. Ce côté... Attendez, pardon. Voilà. Avant tout, le focus est mis sur la drogue, la baston,
le danger pour la police qui fait bien comme il peut, les pauvres, etc. Safran, tu nous dis, en fait, pour le cinéma, c'est normal d'y voir ces représentations de la banlieue, car le cinéma est subventionné en France et donc par le monde culturel bourgeois via le CNC notamment. Ouais, oui, c'est possible. Après, je pense aussi qu'il y a l'aspect que c'est plus vendeur d'en parler comme ça. En fait, il faut aussi comprendre qu'il y a toute une partie des gens de banlieue qui... Je dis pas que ce qui est présenté là, même si là c'est vraiment romancé à l'extrême, enfin c'est vraiment poussé à l'extrême dans le Bac Nord. Et évidemment qu'en fait dans les banlieues il y a du trafic de drogue, évidemment qu'il y a de la délinquance, etc. On le sait, c'est pas nouveau, etc. Mais en fait ça correspond aussi pas à la réalité de centaines de milliers de personnes qui vivent en banlieue, en fait, qui ont la vie de monsieur et madame tout le monde, qui se lèvent le matin, qui prennent les transports en commun pour aller bosser, et qui rentrent le soir chez eux. Et voilà, en fait. Il y a aussi plein de gens qui sont, entre guillemets, banals, en fait, quoi. Mais ça, en fait, on n'en parle pas. C'est toujours cet aspect-là qui est mis en avant en premier. Et donc voilà, du coup pour parler de ça, il y a aussi du coup il y a dans certains cas, il y a un bouquin que j'ai lu là il y a quelques temps et j'ai trouvé quelques extraits qui sont cool, que j'ai bien envie de vous lire, qui s'appelle Les mots sont importants. C'est un livre assez vieux, hein, il doit dater de 2010, il a au moins 10-12 ans je pense facilement. Et en fait, il parle de plein d'aspects du langage, et notamment, il s'attarde sur la façon dont on traite médiatiquement des émeutes en banlieue. Et là, il parle des émeutes des années 90 qui étaient survenues à Vaux-en-Velin suite à un jeune qui se fait tuer par la police. Et voilà déjà comment on en parle au Figaro à l'époque. Donc je cite, on peut lire dans l'édition du 9 octobre... Thomas Claudio, donc Thomas Claudio c'est le jeune qui s'est fait tuer, est la 11e victime des faits divers malheureux. 11 victimes, dont 10 ont des noms à consonance étrangère, 11 victimes de contrôles policiers qui ont mal tourné parce que le contrôlé avait tenté de s'enfuir ou avait eu un comportement menaçant et que le policier, s'estimant en légitime défense, avait fait feu. Un peu trop vite sans doute. Donc ça c'est l'extrait en question. Donc on voit quand même là l'euphémisation. Donc le mec qui se fait tuer, c'est une victime de faits divers malheureux. Et il se fait tuer parce que il avait tenté de s'enfuir ou il a été menaçant. Et alors, bon, le policier, il y allait un peu vite. Il a fait une erreur. Mais vous voyez, ça va dans le même langage que la bavure. La bavure, c'est quelque chose... on n'a pas fait exprès, ça déborde, quoi. On s'est fait prendre de vitesse, quoi. C'est un peu ça que ça vient dire, quoi. Et par contre, les mots pour parler de la banlieue, c'est pas les mêmes. Là, ils disent... L'émeute de Vaux-en-Velin est d'abord comparée à un phénomène naturel, l'incendie. Les mots feu, flamme, embrasement, incendie sont utilisés dans presque toute la presse, au moins une fois. Et la banlieue s'embrasa, titre le Nouvel Observateur. Le Figaro écrit le 9 octobre « Comme si sourdement on n'attendait qu'une occasion pour embraser les esprits, dans l'édition du jour suivant, le journaliste évoque les grands ensembles de la banlieue parisienne qui peuvent également s'enflammer après une étincelle. Les mesures promises par François Mitterrand sont présentées comme un contre-feu pour les banlieues, et Le Monde explique dans son édition du 9 octobre 1990 qu'on n'éteint pas facilement le feu quand il embrase aussi les âmes. Étincelle dangereuse l'après-midi et retour de flamme en soirée, lit-on dans le Progrès du 9 octobre. On lit aussi « Vaux-en-Velin s'est enflammé au sens propre comme au figuré ». Deux autres métaphores sont développées. D'abord la métaphore organique. La foule prise par la maladie et l'hystérie, victime d'une pathologie, d'une éruption, d'une frénésie, d'une fièvre. Dans le Figaro du 9 octobre 1990, on lit « Vaux-en-Velin a connu un accès de fièvre ce week-end, mais la cité dortoir de la banlieue lyonnaise, comme la plupart des autres cités dortoirs, est très malade depuis longtemps. » Blablabla, on continue. Ah oui, la troisième métaphore, c'est une violence à la fois militaire et mécanique, c'est celle de l'explosion. Explosion de violence depuis 48 heures à Vaux-en-Velin, après la mort d'un jeune motard.
haine sur la ville. On parle de violence qui se répand comme une traînée de poudre et qui met le feu aux poudres. On parle d'explosion de colère, d'explosion sociale, d'explosion de violence, d'agressivité, de délinquance et de vandalisme. Blablabla. Bla. Et donc ça, c'est vraiment la lecture qui est vue comme la banlieue, le danger, qui à tout instant, ça peut péter, quoi. Ça peut péter, ça peut déraper, il faut faire attention. Et il y a aussi une vision de la banlieue qui va être un peu plus, un peu moins, comment dire, un peu moins mortifère, mais qui va être quand même, d'une certaine façon, un peu misérabiliste, si je peux dire. C'est qu'en gros, on va parler, attendez que je retrouve. Bon, je retrouve pas, c'est pas grave. Mais en gros, donc là, en gros, quand on parle vraiment de l'aspect surexagération de la violence, du crime, et aussi parfois des propos flirtant un peu le racisme en parlant de communautés qui sont pas intégrées, qui vivent en dehors des lois de la République, de la France, etc. Ça correspond à une vision de la bourgeoisie, mais de la bourgeoisie réactionnaire, hein, vraiment celle qui est très conservatrice. Mais il existe aussi, il faut quand même dire, dans les médias et dans les œuvres de fiction, une vision d'une bourgeoisie qui se veut, qui se pense un peu plus progressiste et qui va poser un regard plus empathique vis-à-vis des habitants de banlieue. Mais cette empathie-là, elle est teintée d'une forme de misérabilisme, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un discours qui est apitoyé sur le sort de ces personnes-là, mais il est dépolitisé aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sociologues, comme par exemple François Dubé, Jacques Donzelot, etc., qui ont relevé que on parlait pas dans les médias de populations reléguées ou dominées, exploitées ou dominées, mais plutôt de reléguées ou décrochées. Comme si les banlieues, ils n'arrivaient pas à suivre le rythme du progrès et de la réussite, et que c'était clairement triste, mais on ne peut pas vraiment imputer des responsabilités politiques claires à des personnes ou des institutions clairement identifiées. Et parfois, on parle de la banlieue comme d'une chose, en fait, le mal des banlieues, vous voyez. Le mal des banlieues, c'est quelque chose, c'est comme ça, c'est comme si on avait attrapé une maladie, c'est pas de chance, quoi, d'une certaine façon. Et du coup, cette empathie qui est un peu teintée de pitié, elle va appréhender les banlieues à travers le même stéréotype qui va être de l'adolescent ou du jeune homme rattrapé par son quartier, par la délinquance. Alors certes, cette personne, contrairement à la vision réactionnaire, elle va être davantage humanisée, mais on va quand même mettre le focus là-dessus. Et ça se voit parce qu'il y a aussi du cinéma qui parle de banlieue sans forcément dire uniquement que c'est des sauvages. On peut donner les premiers rôles à des membres de banlieue, mais il y a quand même toujours un aspect un peu surplombant qui est posé avec un regard assez particulier. Là, il y a une bande-annonce d'un film qui sort bientôt que j'ai vu. Je trouve qu'il illustre très bien ça, et je vous le montre tout de suite. Tac. Paf. Ok. Là, je vous lis juste le synopsis. Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi on est partis de Eddie Tillett de Clermont-Tonnerre, nanana. Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d'été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons. Donc là, on voit que le personnage principal, pour une fois, donc là, c'est pas le flic qui arrive en banlieue et qui est menacé, c'est directement le banlieusard, mais c'est quand même vu à travers le prisme de ce jeune. Il a 14 ans, il est déjà, on voit qu'il fait des travaux d'intérêt généraux, donc ça veut dire qu'il est déjà en proie avec un début de délinquance, etc. Et donc là, on va voir la bande-annonce et voir un petit peu les projections qu'il y a là-dessus aussi, quoi. Putain, les enfoirés m'ont volé ma batterie. Je connais un type et vous en revendre une.
Mais c'est sûr, c'est lui qui vous l'a volé. Et où ton grand frère? Lequel de mes grands frères? J'en ai Donc là, du coup, on aborde tout de suite quand même le fait à travers la banlieue, à travers le vol aussi. 3. C'est avec l'oseille de vos petits business à la con que vous comptez faire vivre tout le monde ici? Comment tu t'appelles? Chantal. Super. Alors comme ça, t'es peintre? Non, je suis rien du tout, moi. Et c'est un interrogatoire, là? Tu veux venir chanter avec nous? Putain de ma gueule. Tu vas faire quoi tout l'été? Quoi? Tu vas commencer à ramener du bif à la maison toi aussi. Le premier qui me gonfle, j'ai en colle pour 2 mois de plus. Et toi, bosse, toi! C'est bien, ça. Ton frère, il part en couille. Il me fait le coup d'aller faire du chant, genre Maria Carré, tu vois? Poike. Fais du chant. Eh, je ferme ta gueule, t'as compris? Maman, je te présente la fille qui nous apprend à chanter. Vous pouvez peut-être frapper avant d'entrer. Oh, je parle à mon cul, là. C'est terminé les vacances là. Maman, elle va mourir. Et elle va mourir ici. Vous savez ce que je risque, moi, pour venir à votre putain de cours de merde? Comment tu me parles? Votre fils, voilà, il a du talent. On sait pas où ça le mènera, mais maintenant il a le chant pour lui. C'est quoi ça? C'est la Traviata! Ça peut l'aider à tout regarder différemment, lui donner de la joie, de la force. C'est comme ça, c'est en lui. Et il faut pas qu'il passe à côté de cette chance. Donc voilà un petit peu, voilà la bande-annonce du film. Donc là, moi, qu'est-ce que je trouve critique là-dessus, à critiquer en gros. En gros, bon là on voit quand même que, contrairement à celle que j'ai mis avant là de Bac Nord, c'est pas du tout la même ligne. Bac Nord, clairement, ça va être, c'est un film qui a été encensé par des médias de droite bien durs, bien conservatrices, bien réactionnaires, etc. Par des politiciens de la droite aussi, certains. Je crois qu'il y a Le Pen qui a dit que c'était une belle façon de rendre compte des réalités dans les quartiers, etc. Là, ce film, très probablement, il va plaire à la gauche bourgeoise. Il va probablement être bien mis en avant par pas mal de médias de la gauche bourgeoise. Enfin, je présuppose que ça va se passer comme ça. Il sort demain, donc on verra bien. Mais quand même, donc là, ça change parce que le personnage principal, le personnage de banlieue, il est humanisé, on peut même s'y attacher, clairement. Mais bon, ça veut dire que c'est déjà un jeune, si jeune, qui a déjà mis un pas dans la délinquance, avec des grands frères qui sont forcément violents vis-à-vis de lui. Et quel est son moyen d'échapper à cette réalité sociale compliquée qu'on dépeint? C'est une fille qui vient lui apporter la culture légitime bourgeoise qui est la belle musique, la grande musique, le chant lyrique, etc. Et donc en fait on voit quand même que la façon de s'extirper de cette situation sociale, c'est ça. Et en fait en plus là on montre quand même des points difficiles de la vie en banlieue. Mais on va pas amener une vraie critique sociale de ça. On va pas parler des choix politiques qui ont amené des situations comme ça, des institutions qui produisent ce genre de relégation sociale là. On va juste dépeindre ça, montrer que c'est triste, que c'est émouvant, qu'il y a quand même des humains dans ce monde là et que c'est pas tous des bêtes. Et en gros c'est quand même un point de vue assez paternaliste d'une certaine façon, qui veut prendre le jeune par la main et l'élever socialement en fait quoi. Et en fait c'est un peu les deux seules visions qui existent dans les médias, sur la question des banlieues, soit un aspect qui peut poser un regard bienveillant mais toujours misérabiliste, soit une vision qui est vraiment répressive et sécuritaire dessus. Et en aucun cas on va mettre en avant des critiques sociales profondes et des revendications sociales des gens qui vivent en banlieue, notamment il y a énormément de gens qui se mobilisent sur les questions du mal logement. Ça c'est quelque chose qui passe à la trappe en fait. Et au final il y a quelque chose qui revient souvent aussi, c'est que la situation des pauvres, les bourgeois peuvent s'en émouvoir, mais
ils peuvent trouver ça triste, mais tant qu'ils tapent pas du pied trop fort, tant qu'ils s'énervent pas trop. Et donc typiquement, on peut avoir de l'empathie en tant que bourgeois pour des banlieusards, tant qu'ils se mettent pas à cramer des trucs. Parce que là, ça va trop loin, quand même. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Je vais quitter le milieu de la banlieue pour parler d'un autre milieu, d'une autre catégorie des classes populaires, qui serait plutôt les pauvres des milieux ruraux. Ce que la bourgeoisie parisienne appellerait les provinciaux, notamment. Alors, cette catégorie-là, elle est pas vue comme dangereuse, comme peuvent l'être celle de la banlieue. Elle est plutôt vue un peu de haut. Enfin, il y a un peu souvent dans les médias la figure du beauf. La figure du beauf, des personnes. Enfin voilà les pauvres de milieux ruraux, c'est des gens simples mais un peu rustres. Qui sont pas très malins, qui manquent de culture. Typiquement, pour rester dans le milieu du cinéma, on peut parler des films Les Tuches, par exemple, ou le film Bienvenue chez les Ch'tis, où en fait les personnages, on va les souligner comme étant sympathiques, ils vont être attachants, ils vont pas être présentés du tout comme des gens dangereux pour le coup, ou des ennemis. Mais ils vont quand même être un peu moqués pour leur accent, pour leur faute de grammaire, pour leur inculture, leur mauvaise manière, leur mauvais goût, etc. On va trouver ça un peu rigolo, même si au fond il y a un fond de bienveillance qui est posé dessus. Il reste quand même souvent une façon de les prendre du côté du mépris, quoi. Niveau par exemple émission télé, ils occupent pas beaucoup d'espace, excepté peut-être par exemple il y a un programme qui c'est L'amour est dans le pré, donc qui va mettre en scène des agriculteurs qui cherchent l'amour. Et donc c'est une émission qui peut parfois faire un peu dans le pathos, parce qu'elle va présenter des profils en les plaignant de leur isolement social, parce que s'ils cherchent l'amour, c'est aussi parce qu'ils sont très seuls, parce qu'ils rencontrent pas beaucoup de monde, parce qu'ils passent beaucoup de temps à travailler tout seuls dans des conditions difficiles et qu'ils n'ont pas le temps ou pas l'énergie d'aller se sociabiliser, etc. Et donc là on peut les prendre sur le côté, bah voilà, c'est quand même leur situation, c'est pas facile, ça donne envie d'être empathique. Mais par contre, ces émissions, encore une fois, il va y avoir une impasse. Ça va encore être une analyse qui va être dépolitisée des choses. On va faire l'impasse sur les responsabilités des conditions difficiles, par exemple de travail des petits agriculteurs. On va pas parler de la concurrence de l'agro-industrie, on va pas parler du manque de subventions, on va pas parler du surendettement, de la politique agricole qui est menée par l'Union Européenne, etc. Tout ça, c'est occulté. Et en fait, on en parle à travers cette figure de type qui un peu sympathique, le franchouillard du terroir, etc. Mais encore une fois, on va pas vraiment politiser leur situation sociale, quoi. Et puis bon, parfois on peut même avoir carrément du mépris. Ça arrive régulièrement, notamment que la bourgeoisie de gauche modérée ait une vision assez méprisante de ces gens-là, considérant forcément que c'est le réservoir de l'électorat du Front National, et que c'est des gens qui sont nécessairement cons, qui votent contre leur intérêt, etc. Alors qu'on se rend compte quand même que effectivement il y a une partie de ce milieu-là qui vote Front National, mais que en fait il y a plein d'autres types de populations qui le votent, et eux seront pas visés en premier lieu par ces médias. Donc il y a un peu ce truc-là. Mais aussi, cette France rurale, elle peut être parfois d'une certaine façon glorifiée, mais à des fins de récupération, à des fins d'instrumentalisation d'un discours politique bien précis. Notamment, en fait, les pauvres de milieux ruraux, qui aiment bien en parler, je parlais justement plutôt de la bourgeoisie réactionnaire, les éditorialistes bien de droite, bien conservateurs, ceux qui sont sur CNews, RMC, Sud Radio, LCI, tout ça.
ils peuvent en parler assez régulièrement, et ils peuvent en parler avec un regard bienveillant et presque glorifiant. Et en fait, ils en font des bons pauvres. D'ailleurs, quand ils en parlent pas comme des pauvres, ils en parlent pas comme des classes populaires. Ils emploient souvent deux termes, soit le peuple, soit parce que le peuple, ça nie quand même l'aspect de classe, hein, un petit peu. Et sinon, ils en parlent comme de la France périphérique. La France périphérique, c'est un terme qui vient d'un livre de Christophe Guillouis, je sais pas comment ça se prononce, Gillouis ou Guillouis, je sais pas. C'est un mec qui a écrit, je sais plus, en 2015, un livre qui s'appelle du coup La France périphérique. Je sais plus s'il est sociologue ou géographe ou quelque chose comme ça. Et donc, la France périphérique, c'est pour désigner, je cite, hein, la France des oubliés, ceux qui sont inquiets du séparatisme culturel, du racisme anti-blanc, la France périphérique qui est peuplée de ménages modestes blancs, ces invisibles dont on ne parle jamais et qui se sentent méprisés, contrairement aux minorités visibles qui concentrent l'attention dans les métropoles et qui n'essaient pas de s'intégrer. Ça, c'est un discours qui est beaucoup revenu, qui a été beaucoup repris par Marine Le Pen, par exemple. Qui se donne une consistance sociale en parlant d'une certaine partie des pauvres, qui est les pauvres blancs de campagne, en gros, quoi. Et donc, du coup, cette France périphérique, les éditorialistes, ils en parlent beaucoup comme l'émanation du vrai peuple, l'incarnation de la vraie France, quoi. Les gens du terroir, des gens authentiques. Et ils vont les utiliser, ils vont les parler en leur nom, les instrumentaliser pour justifier leur bataille personnelle contre le progressisme sur des questions sociétales. Parce qu'ils imaginent, en fait, ils vont essentialiser ce groupe social en pensant que c'est des gens qui sont tous nécessairement désireux d'ordre, de défense des valeurs traditionnelles, de sécurité, de nationalisme. Et du coup, ils vont servir de ces discours-là pour s'attaquer à ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Donc ça va être les luttes contre les discriminations racistes, sexistes, sexuelles, etc. Qui seraient déconnectées de la vraie France qui souffre et qui serait abandonnée en plus par la gauche, quoi. Et donc c'est un moyen aussi d'en faire des alliés pour les gens de droite, quoi. Et bonsoir Dédé, bienvenue sur le stream. Donc du coup voilà, ils en parlent comme ça de la France périphérique. Et donc du coup, comment dire, c'est une vision qui est pas complètement fausse, mais qui est en bonne partie exagérée quand même. Comment dire, dans la mesure où, excusez-moi, je bois un petit peu. Je parle beaucoup ce soir. En fait, on va quand même dire que c'est exagéré parce que, en gros, ils forcent à fond le trait et ils appuient vraiment sur ce que sont leurs préoccupations à eux. Et notamment, là, je vous mets... je vais pas vous le lire parce que je vois que... en fait, c'est pas que je suis en retard sur le programme, mais que je parle beaucoup et que ça, c'est un peu long, mais je vous mets le fil Twitter d'un... Benjamin Brice, c'est quelqu'un qui publie beaucoup de stats, etc., et qui s'est posé la question de est-ce que justement ça c'est réel ou pas ? Est-ce que les classes populaires sont vraiment en recherche de sécurité et sont vraiment anti-progressistes, sont vraiment accrochés aux valeurs traditionnelles, etc. Et ben en fait les résultats d'études ils montrent que c'est pas si vrai, que c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple sur des questions de sexisme ou des questions LGBT ou des questions style bioéthique sur la GPA, la PMA, etc. Et ben on se rend compte qu'il n'y a pas de différence fondamentale selon les classes sociales. Alors après il faudrait croiser les questions de classe sociale avec les questions des territoires, parce que du coup en fait ce qui est intéressant aussi c'est que quand justement les journalistes réac ils parlent du peuple, ils occultent toute une partie du peuple qui est celle qu'on parlait avant, les classes populaires de banlieue.
et eux ils vont dire le peuple comme s'il était intégré entièrement dans la France des ruraux qu'ils imaginent plus proche de leurs idées. Et donc on voit que c'est pas si vrai sur ces questions-là. En tout cas, il faudrait recroiser, mais c'est pas explosif, en tout cas en termes d'écart, quoi. Après, sur les questions de sécurité et d'immigration, si, d'après les stats que je viens de vous mettre là sur le chat, c'est-à-dire que oui, ces milieux sociaux-là demandent plus de présence policière et sont plus défavorables à l'immigration que d'autres parts de la population. Par contre, ça se retrouve pas forcément sur le racisme. Ça veut dire que c'est aussi de l'anti-immigration qui est parfois plus reliée à des questions de peur de perdre son emploi plutôt que de rejet nécessaire de l'étranger. Même si, ça là-dessus, il y a quand même des différences entre... on voit par exemple que plus vous habitez dans une ville avec des étrangers, moins vous avez de chances d'être raciste, en gros. Et donc du coup, dans des milieux très ruraux, très reculés, où il n'y a que des blancs, effectivement, il peut y avoir un racisme qui est un peu plus important à ce niveau-là, quand même. Mais en gros, quand on regarde les stats, c'est jamais des questions qui font consensus dans les classes populaires. Parfois, c'est des questions qui touchent un peu, enfin, en tout cas, qui convainquent un peu plus les classes populaires que d'autres classes sociales, mais c'est pas explosif, quoi. Alors que, à côté de ça, la question sociale, elle revient dans les sondages concernant les priorités des classes populaires comme vraiment essentielle. En gros, il y a toujours le pouvoir d'achat qui vient en premier, la question des services publics, notamment les services publics de la santé, etc. etc. Et par exemple, il y avait une enquête, je l'avais déjà relayée dans un autre stream, mais je vous le remets, de l'Humanité. Il y a un sondage qu'ils font sur cette question-là. Et ce sondage, ça révèle que 93% des classes populaires souhaitent la baisse de la TVA sur les produits de la vie courante. 91% veulent un réinvestissement massif dans les services publics. 88% sont favorables au contrôle des aides accordées aux entreprises. 86% veulent une augmentation du SMIC. 82% le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Et pareil, 82% sont pour taxer les dividendes des plus grandes entreprises. Donc là, en fait, on voit que ces questions-là, elles sont beaucoup plus consensuelles dans les préoccupations des classes populaires que celles que je citais précédemment. Pourtant, ces aspirations-là, elles sont bien ignorées, bien soigneusement ignorées par justement les journalistes réac conservateurs qui aiment parler du peuple et faire appel à lui que pour soutenir ces croisades contre le voile, le féminisme, etc. Et donc qui aiment parler de ce peuple-là, ce petit peuple blanc et rural de la campagne, aussi considéré comme un peuple qui bosse, vous voyez, il l'aime tant qu'il bosse, qu'il se syndique pas, qu'il fait pas grève, etc. Tant que ça s'est maintenu, il y a une certaine forme de complaisance, de bienveillance et d'utilisation de cette parole-là. Mais en fait, quand vous écoutez typiquement peu importe qui sur un plateau de Pascal Praud, il va vous dire que c'est la préoccupation des Français, c'est la lutte contre l'immigration, c'est la lutte contre le wokisme ou je ne sais quoi, etc. Alors que les sondages que je viens de vous montrer juste précédemment montrent qu'en fait, non, c'est pas la priorité, quoi. C'est pas la priorité, c'est leur priorité à eux, les journalistes, et qui utilisent la parole des classes populaires qui de toute façon sont pas ou peu invités sur les plateaux pour leur faire dire ce qui les arrange aussi. Et par contre, qui va pas mettre la lumière sur les questions sociales qui vont les préoccuper. Et où est-ce que j'en étais ? Et du coup, c'est aussi une façon de faire diversion, de faire des polémiques sur l'immigration, l'assistanat, parce que du coup, ça met le focus là-dessus. Et tant que ce qui désigne comme la France périphérique, elle mord à l'hameçon de ces polémiques-là, la bourgeoisie réac, elle l'aime, elle chante ses louanges, il n'y a pas de souci, elle est très contente de ça. Et pour vous relire un autre passage de Notre Joie, de François Bégodeau, il y a un passage où il en parle très bien.
et que je souscris totalement à ce qu'il dit. Alors c'est sur plusieurs pages, hein, je vais faire des sauts, hein, je vais passer d'un paragraphe à l'autre, je vais pas lire tout. J'ai juste surligné certains passages que je trouve intéressants. Donc je vous le lis. Le peuple n'englobe pas toutes les classes populaires. Donc là, quand il se met dans la peau de cette bourgeoisie réac qu'il attaque, qu'il désigne dans son livre, surtout, il en parle souvent comme en parlant des autoritaires ou des libérales autoritaires, en gros. Donc il parle en se mettant à la place d'eux, en gros. Le peuple n'englobe pas toutes les classes populaires. Le peuple, c'est une partie du peuple. Elle se concentre dans la France périphérique. Les périphériques ont pour première qualité de ne pas vivre dans le centre, épargnant ainsi leur présence à l'éditorialiste qui les encense. Mais leur qualité décisive est l'ardeur au travail, le zèle dans l'aliénation. Ce peuple, chante le journaliste neutre Éric Brunet, alors là évidemment c'est ironique, hein, c'est la France qui bosse, la France qui sait que le travail libère, écrit un autre journaliste neutre, ignorant ou non que c'est le slogan d'Auschwitz. La France qui se lève tôt, par opposition à celle qui ne se lève pas, sauf les jours de rendez-vous à la CAF. Ce peuple, c'est la France qui ne se plaint pas, exclusive de la France gréviste, campée sur ses privilèges, la France fonctionnaire, tire au flanc, absentéiste, enseignante. Donc là, on voit que c'est aussi créer une opposition entre le bon peuple et le mauvais peuple, en gros les bons pauvres et les mauvais pauvres, quoi. Hein. C'est quand même l'idée de dire ça. Hein. Les premiers gilets jaunes émanaient de cette France comme on l'aime. Ils se soulevaient contre l'État taxeur. Quand libéral, Brunet, donc Éric Brunet, hein, le journaliste dont il parlait tout à l'heure, Brunet morigène. Et non contre l'employeur trop taxé, quand libéral, Brunet louange. À travers le peuple périphérique se célèbre un prolétariat docile, admirable, de courber les chines et de fermer sa gueule. Celle que les autorités veulent bien soutenir s'ils donnent des gages de bonne volonté, à l'école, puis à son poste de travail, puis à Pôle emploi. C'est celui que, avec émotion, Onfray appelle le petit peuple, et surtout qu'il le reste. La comique alliance objective entre un Louis de Ragnel, un Jacques de Villebon, une Charlotte d'Ornelas, donc ça, ces noms-là, si vous les connaissez pas, c'est justement des éditorialistes réac qui écrivent par exemple dans Valeurs Actuelles, qui passe un peu à CNews, qui écrit dans... j'ai oublié le nom. Charlotte d'Ornelas, c'est un autre média d'extrême droite, je me souviens plus le nom, mais bref. Voilà. Donc il nous dit la comique alliance objective entre ces gens-là et un bon prolo bosseur qu'ils ne croisent que quand il leur pose un parquet rejoue l'ancienne entente entre le nobliau et ses gueux. Elle restaure l'harmonie organique de la féodalité, si douce à la petite paysannerie qu'elle l'a soulagée souvent de la peine de vivre par la mortalité infantile. Je possède les terres, tu les travailles, tu en tires ton pain, j'en tire rente à vie, tu bosses, je regarde. L'autoritaire entend d'abord faire autorité sur la masse laborieuse qui sue pour lui. La passion autoritaire est une passion de possédant. La convergence entre cette passion et la demande d'autorité de certains pauvres assure la stabilité de l'ordre inégalitaire. L'autoritaire s'assume volontiers conservateur de la tradition. Mais conservateur de la hiérarchie sociale, aucun d'eux ne le dira et ce silence sera un aveu. Depuis 30 ans, on prend Finkielkraut comme pour le réac de service, alors qu'il est le bourgeois de service. Et ceux qui prennent sa relève cachent pareillement, sous des oripeaux réactionnaires, leur statut de propriétaire. Dans Peuple s'annule la conflictualité de classe. De cette évaporation, la bourgeoisie libérale et la bourgeoisie dite illibérale tirent un égal bénéfice. L'une peut toujours estimer que le multiculturalisme est une chance et l'autre une plaie d'Égypte. Toutes deux jubilent de voir la question culturelle supplanter la question sociale. Donc voilà pour ce passage. Je sais plus si je l'ai dit. Merci Kevin Wasteken de follow la chaîne. C'est cool, merci, bienvenue à toi. Et donc ce passage-là, il est bien intéressant parce que ça souligne un peu tout ce que je disais avant sur plusieurs points. Oui, en fait, au sein des classes médiatiques, il y a plusieurs types de bourgeoisie. Et là, comme il le souligne, il y en a une qui est
plus ouverte sur les questions sociétales qu'une autre, mais qu'en fait le réel consensus c'est sur le fait de se défendre ses intérêts de classe. Et la bourgeoisie réactionnaire, elle utilise aussi cette représentation du peuple, de ce peuple rural, enfin ces classes populaires rurales en parlant du peuple, pour mettre le focus sur les questions sécuritaires en gros, avec lequel il est vrai qu'il y a une partie d'entente possible en fait entre ces deux corps sociaux différents, et ils vont essayer de maintenir cette entente là pour cacher en fait les inégalités qui existent entre ces deux classes, et le fait que en gros l'idée c'est que cette frange des classes populaires blanches de campagne, elles s'en prennent plutôt aux immigrés, aux féministes, aux antiracistes, aux banlieusards qui vont abuser des allocs ou je ne sais quoi, enfin ce discours-là, plutôt que à des intérêts de classe et menacer la bourgeoisie. Et en fait, je trouve que peut-être des événements les plus intéressants sur cette question-là, c'est la séquence des Gilets jaunes. Parce que la séquence des Gilets jaunes, ça illustre tout ça parfaitement. En gros, à travers ce mouvement, on a pu voir à la fois de la récupération et de l'utilisation du discours du peuple, parce que moi je mets ça entre guillemets, c'est pas un mot que j'emploie en temps normal, mais c'est eux qui l'emploient comme ça. Parce que justement, en fait, comme il disait Bégodeau là dans son livre, au tout début, ce mouvement part d'un mécontentement face à une taxe mise en place par l'État, sur la question de l'essence, pour faire une taxe écolo entre guillemets. Et du coup, tous les journalistes bourgeois bien libérales, ils utilisent ça pour dire « oui, vous avez raison, en gros, l'État qui taxe, c'est mal ». Mais eux visent évidemment d'autres types de taxes, qui sont aussi les taxes sur le capital, etc. Mais en tout cas, veulent reprendre et détourner ce discours-là pour servir leur propre intérêt de classe. Et ça, on le voit justement parce que je vais vous montrer une petite séquence vidéo qui est assez incroyable, justement d'Éric Brunet. Dont François Bégodeau parle dans son livre juste avant, il le cite plusieurs fois. Éric Brunet, je vous le montre, le jour, pour la première manif des Gilets jaunes, il avait fait un édito vidéo, je vous montre la vidéo, tac. On voit un peu le discours qui tient là-dessus. Donc le mec a même mis son gilet jaune et tout, hein, il est déter quoi. Hop, j'enlève juste le son, voilà. Hop. Mesdames, Messieurs, vous vous souvenez de la pub de Karl Lagerfeld pour le gilet jaune? C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Bon, alors c'était l'usage du gilet jaune pour des questions de sécurité sur la route. Mais franchement, demain, ce gilet jaune qui est moche, qui est laid, qui ne va avec rien, portez-le. Pourquoi? Parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Il y a 195 pays sur la planète. Eh bien, le pays le plus taxé, c'est la France. Et c'est scandaleux parce que vous savez bien que ce soit la gauche ou la droite, ou Macron au pouvoir, qui est soi-disant ni de gauche ni de droite, eh bien, dès qu'il y a un problème, on met face à cela une taxe. Voilà. Problème, taxe. Problème, taxe. Nous sommes quand même un pays dont 45% de la richesse nationale s'évapore en impôts. Taxes, prélèvements obligatoires. On a dépassé d'ailleurs, il y a 1 an et demi, 2 ans, le Danemark, qui était premier en prélèvements obligatoires. Et bien maintenant, c'est la France. Et pour moi, ça n'est pas une fierté. D'être le citoyen le plus taxé du monde, non, ce n'est pas une fierté, c'est même plutôt, comment vous dire les choses, une honte. Et depuis toujours, nous étions assez cool sur la question. Apathique, quoi, résigné. On voyait les taxes tomber comme ça, avec chaque gouvernement, une en janvier, une en février, une en mars, on laissait faire. Mais mesdames, messieurs, on ne peut plus laisser faire. Le taux de prélèvement est devenu insupportable, pas seulement à travers l'impôt sur le revenu, à travers la TVA, à travers tous les prélèvements, toutes les cotisations, tous les prélèvements obligatoires qu'on subit. Donc oui, je suis content que pour la première fois depuis des décennies, il y ait enfin une manifestation qui dit stop
ras-le-bol. Cette pression fiscale dans ce pays est insupportable. On touche à l'essentiel. On touche au pouvoir d'achat des Français. Et c'est pour moi une occasion inouïe, unique même dans ma vie, parce que j'avais jamais connu de révolte fiscale, en tout cas de manifestation contre la fiscalité. Eh bien pour moi c'est une occasion unique de protester contre cela. Donc demain, ce gilet qui n'est pas très beau et qui ne va avec rien, je le porterai demain 17 novembre. Voilà. Donc ça c'est... le traitement médiatique d'Éric Brunet au tout début des Gilets jaunes, dont on voit que il se dit ah tiens enfin un mouvement social que je vais peut-être, parce qu'en temps normal Brunet il est toujours contre les manifs les manifs à partir du moment qu'il y a des syndicats ou autres ou peu importe quel mot d'ordre de gauche, il est forcément contre. Et là, bon, les gilets jaunes, ça parle de pouvoir d'achat, mais il peut l'utiliser d'une manière, comme je disais juste avant, pour fustiger les taxes en général, l'État qui prend trop, alors, évidemment, là, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, alors que lui vient d'un milieu bourgeois et qu'il ne vise pas forcément les mêmes taxes, mais bref, il y a quand même cette idée-là qui revient. Et donc, à ce moment-là, ce mouvement populaire-là, il est vu comme un potentiel allié de la bourgeoisie. Même si, dès le début, il y a quand même ce que je citais précédemment, parfois je parlais de mépris de classe ou de condescendance, etc. Il y en a dès le début. Je vous lis là une partie. Enfin, j'ai découpé des morceaux d'un article d'Acrimed sur la question des gilets jaunes justement. Donc ils nous disent un peu de paternalisme aussi, celui de Franz-Olivier Gisbert sur BFM TV. Donc je cite, ils ne vivent pas comme nous, ce sont des gens qui veulent juste qu'on leur parle, qu'on leur explique. Ou celui de Christophe Barbier sur France 5. Beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. Donc là on voit que ces deux passages-là, c'est une façon comment dire, c'est une façon d'être empathique avec eux, mais c'est terriblement condescendant et méprisant de la façon dont ils le disent, quoi. Et on voit vraiment que, quand ils en parlent, quand ils disent « ils ne vivent pas comme nous », c'est vu comme un phénomène de foire, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement éloigné, quoi. Tu vois un peu l'idée. Et donc, mais très rapidement, il y a autre chose qui apparaît, c'est la volonté de canaliser, de contrôler le mouvement. Par exemple, 3 jours après la manifestation du 17 novembre 2018, Cyril Hanouna invite 4 gilets jaunes dans son émission sur C8 pour, je cite, faire avancer les choses dans le calme et faire en sorte que tout le monde se sente bien dans cette société. Il tient à le faire savoir aux personnes mobilisées. Sur les chaînes du groupe Canal+, on est avec vous. Avec surtout pour but de tempérer les revendications et modérer les ardeurs. Est-ce que vous ne pensez pas que le débordement, ça pollue un peu le débat et ça fait que les choses avancent moins bien au niveau du gouvernement ? Je suis persuadé que le gouvernement ne demande qu'à discuter avec vous. J'ai des infos. Je sais que le gouvernement travaille dans votre sens. Et lorsque les gilets jaunes, affichent leur détermination, notamment à obtenir la destitution de Macron, l'animateur Morigène, c'est pas bon de parler comme ça. Ou alors là, Maxime, quand il parle à Maxime Nicole à ce moment-là, je vous aime beaucoup, mais non, c'est un truc qui va décrédibiliser le mouvement. Donc là, fin de citation. Donc on voit aussi très tôt que à la fois, il le voit, la bourgeoisie accueille ce truc-là avec une forme de curiosité, une forme d'intérêt, d'empathie d'une certaine manière, mais quand même très condescendante. Et là, il y a quand même l'idée de dire attention, on veut bien recadrer le mouvement pour que ça aille dans notre sens et pour pas que ça déborde, quoi. C'est un peu ça le but. Alors là, juste je me rends compte, je vais juste 2 secondes. Je coupe